Adoption d'une nouvelle loi au Togo. Le texte limite le mandat du président de la République à 5 ans renouvelable une fois. Un agent de santé a été assassiné dans l'est de la RD Congo. Il travaillait dans l'équipe de riposte contre la fièvre hémorragique Ebola. Puis 5 ans de prison pour 2 opposants au Monténégro. Ils sont condamnés pour avoir participé à un mystérieux coup d'État avorté. Voilà, c'était là les titres à développer tout au long de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Au Togo, les députés ont adopté hier mercredi une nouvelle loi. Celle-ci introduit dans la constitution togolaise la limitation du mandat du président de la République à 5 ans, renouvelable une fois. Les précisions, ce sera dans cet élément. La loi qui introduit dans la Constitution la limitation du mandat du président de la République à 5 ans renouvelable une fois a été adoptée par les nouveaux députés togolais. Toutefois, ils viennent de trancher en précisant que les mandats déjà réalisés et ceux en cours ne seront pas pris en compte dans l'application des nouvelles modifications constitutionnelles. Ainsi, le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, pourra se représenter à la fin de son mandat actuel de 5 ans qui prendra fin en 2020. Ce qui signifie qu'après la fin du mandat actuel, le chef de l'État togolais pourrait briguer 2 autres mandats et rester au pouvoir jusqu'en 2030. Sur les 91 députés présents au Parlement, 90 ont voté pour l'adoption de ce projet de loi qui a déjà échoué à 2 reprises faute de recueillir la majorité qualifiée des 4/5 des députés. Les nouvelles modifications consacrent également le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République. Le mandat des députés est aussi désormais limité à 6 ans renouvelable 2 fois. La nouvelle loi instaure également un scrutin uninominal majoritaire de 2 tours contre 1 aujourd'hui pour l'élection du président de la République. En République démocratique du Congo, plusieurs miliciens ont mené une attaque ce mercredi dans la ville de Butembo. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, au moins 8 assaillants ont été tués et un autre a été retrouvé blessé lors de la contre-offensive. Reportage. La ville de Butembo, située dans l'est de la République démocratique du Congo, est la cible d'une nouvelle attaque. Une attaque qui complique le travail des équipes chargées de lutter contre l'épidémie d'Ebola, vu que Butembo reste l'un des principaux foyers où sévit le virus. C'est vers 5h30 que l'attaque a été lancée et a cessé aux environs de 10h. Selon le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda, les assaillants étaient vêtus en civil et équipés d'armes blanches, armes à feu, mais aussi de gris-gris. Les assaillants, de présumés Maï-Maï, ont visé, dit-il, une position militaire dans la partie nord de la ville. Le maire parle d'un groupe très organisé et dit espérer que l'audition d'au moins 2 miliciens capturés permettra d'en savoir davantage sur leur identité et aussi sur leur objectif. Selon le porte-parole de l'armée, au moins 8 assaillants ont été tués et un autre blessé lors de la contre-offensive. Un policier a également trouvé la mort. La société civile sur place a évoqué des affrontements dans plusieurs points stratégiques. Les affrontements auraient cessé vers 10h dans le centre-ville selon les témoins, mais des tirs sporadiques étaient encore entendus dans la périphérie de Butembo en milieu de matinée. Je l'annonçais en titre, un agent congolais de l'équipe de riposte contre la fièvre hémorragique Ebola a été assassiné dans l'est de la République démocratique du Congo, une région où l'épidémie a déjà fait plus de 1000 morts. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé ce jeudi la mort d'un agent de santé congolais. Il faisait partie de l'équipe de riposte contre la fièvre hémorragique Ebola. Il a été assassiné dans l'est de la République démocratique du Congo où l'épidémie a déjà fait plus de 1000 cas de décès. Selon le ministère de la Santé congolais, l'agent de santé a été tué à Vuovi dans des circonstances non encore élucidées. La zone de santé de Vuovi est située dans la province troublée du
Nord Kivu. Déjà en février, un infirmier y avait été enlevé puis tué par des hommes armés. La 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août 2018 dans les provinces Nord Kivu et de l'Ituri. Depuis, il y a eu 1069 décès, dont 1003 confirmés, 66 probables et 442 personnes guéries selon les données du ministère de la Santé congolais datées de mercredi. 267 cas suspects sont également en cours d'investigation. Cette épidémie est la deuxième la plus grave enregistrée après celle qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014, avec plus de 11 000 morts en Guinée, en Sierra Leone et principalement au Libéria. Notons que plus de 100 000 personnes ont été vaccinées contre le virus Ebola depuis août 2018. Le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 en Afrique du Sud arrive en tête des élections législatives. C'est ce qui ressort des premiers résultats partiels publiés ce jeudi par la Commission électorale indépendante du pays. Les précisions dans ce reportage. Au pouvoir depuis 1994, le Congrès national africain arrive en tête des législatives selon les premiers résultats partiels de ce premier test électoral pour le président Cyril Ramaphosa, qui a tenté d'insuffler une nouvelle dynamique à son parti empêtré dans la corruption. Après dépouillement des bulletins, dans un quart des bureaux de vote, soit 26%, l'ANC, la formation de feu Nelson Mandela, qui possède la majorité absolue dans l'Assemblée nationale sortante, est créditée de 55,07% des suffrages. En ce qui concerne l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, elle arrive en deuxième position du scrutin avec 25,96% des voix, largement devant le parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique avec 8,28%. Le parti d'extrême droite du Front de la liberté se maintient en quatrième position avec 3,21%. Selon ces résultats partiels qui donnent un taux de participation de 64,72%, en nette baisse par rapport aux législatives d'il y a 5 ans, les grandes lignes du paysage politique sud-africain ne sont donc pas modifiées. Une fois élus, les députés choisiront le chef de l'État. Si la victoire de l'ANC se confirme, Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis février 2018, devrait prêter serment le 25 mai prochain. Ce journal se poursuit en Guinée-Bissau. Les fonctionnaires et enseignants ont entamé ce mardi une grève de 3 jours pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire. Ce mouvement de débrayage intervient en pleine crise politique dans un contexte où les négociations pour la composition d'un nouveau gouvernement restent dans l'impasse. Le palais du gouvernement à Bissau, qui abrite une douzaine de ministères, est resté ouvert, mais les bureaux étaient vides depuis mardi en l'absence des fonctionnaires. Avec les enseignants, ils ont entamé mardi une grève de 3 jours pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire, alors que les négociations pour la composition d'un nouveau gouvernement restent dans l'impasse. Le mot d'ordre de grève a été lancé par 2 puissants syndicats, l'Union nationale des travailleurs UNTG et l'intersyndicale, qui regroupe une centaine de petites organisations. Selon l'UNTG, qui dénonce le non-respect d'accords antérieurs par le gouvernement, les fonctionnaires sont obligés d'aller en grève pour défendre leur pain quotidien, car difficile d'imaginer que les agents de l'État travaillent 30 jours pour ne pas être payés à la fin du mois. Alors que les grèves dans l'enseignement ont été quasiment ininterrompues depuis la rentrée de septembre dernier, à l'exception d'une timide reprise en mars-avril, les écoles sont également restées fermées depuis mardi. Cette nouvelle grève fait craindre aux parents d'élèves une année blanche. Côté politique, les députés élus lors des législatives du 10 mars dernier ne parviennent toujours pas à s'entendre pour élire un bureau de l'Assemblée nationale, condition préalable à la composition du gouvernement. Depuis la rentrée parlementaire le 18 avril, les débats achoppent sur l'attribution du poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, au Brésil, la justice a décidé de renvoyer l'ancien président Michel Temer en prison. Ce dernier, rappelons-le, est poursuivi pour des faits de corruption. Les images. Une cour d'appel de Rio de Janeiro a ordonné ce mercredi la réincarcération de l'ancien président brésilien Michel Temer, poursuivi pour corruption. Cette décision est exécutoire immédiatement, a indiqué un conseiller de la cour d'appel qui a affirmé une décision de remise en liberté de l'ex-président rendue le 25 mars dernier par un juge de première instance. Soupçonné par la justice d'être à la tête d'une organisation criminelle ayant détourné jusqu'à 1,8 milliard de risques, Michel Temer avait déjà passé 4 jours en détention après son arrestation.
C'est une surprise désagréable pour moi, mais je me livrerai volontairement à réagir les chefs de l'État ce mercredi soir devant sa maison à Sao Paulo. Michel Temer a toutefois estimé que la décision de le réincarcérer était complètement erronée sur le plan juridique. Prédécesseur du président Jair Bolsonaro, Michel Temer avait été arrêté à Sao Paulo 80 jours après avoir quitté le pouvoir fin 2018 dans le cadre de l'opération Lavage Express. Cette enquête tentaculaire, lancée il y a 5 ans, a mis au jour le plus grand scandale de corruption de l'histoire du Brésil autour de contrats de la compagnie pétrolière publique Petrobras avec des grands groupes du BTP. Michel Temer s'apprête à devenir le deuxième président brésilien incarcéré dans le cadre de l'opération Lavage Express après Luiz Inácio Lula da Silva en prison depuis avril 2018 pour corruption et blanchiment d'argent. Puis au Monténégro, 2 responsables de l'opposition pro-russe ont été condamnés à 5 ans de prison. Ils sont accusés d'avoir participé à un mystérieux coup d'État que les autorités du pays affirment avoir déjoué en octobre 2016, mais qui garde de nombreuses zones d'ombre. Andrija Mandić et Milan Knežević ont écopé d'une peine de 5 ans de prison pour avoir pris part à un mystérieux coup d'État que les autorités du Monténégro affirment avoir déjoué en octobre 2016, mais qui garde de nombreuses zones d'ombre. Les 2 responsables de l'opposition pro-russe ont été reconnus coupables d'avoir fait partie d'un groupe criminel dont le but était de renverser le gouvernement pro-occidental au soir de législatives. Outre Andrija Mandić et Milan Knežević, 12 autres accusés, dont 2 Russes, ont été condamnés à des peines allant d'1 an et demi à 15 ans de prison. Selon le juge ayant connu de l'affaire, ils auraient ainsi voulu faire pièce au projet d'adhésion à l'OTAN de ce pays indépendant de la Serbie depuis 2006 et dont les 650 000 habitants sont majoritairement slaves et orthodoxes. Dans son réquisitoire, le procureur a dit être convaincu que les accusés appartenaient à un groupe criminel organisé fonctionnant selon des règles bien définies avec un contrôle interne et de la discipline. Mais aux yeux de nombreux observateurs, l'accusation n'est pas parvenue à éclaircir les zones d'ombre sur lesquelles a insisté la défense. Depuis ces événements, le Monténégro a rejoint l'OTAN en 2017 et poursuivi ses négociations d'adhésion à l'Union européenne. Quant au Front démocratique, il reste affaibli. Cette coalition pro-russe était en 2016 la principale force d'opposition. Elle avait organisé des manifestations anti-OTAN émaillées de violence l'année précédente. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.